Ça va bien? Un gros merci au keynote de tantôt. Maxime, non? Oui? Fantastique. Comme vous voyez, la thématique se poursuit. Avoir été un bateau dragonneur pendant plusieurs années, je m'identifie très bien au discours de Maxime et au vidéoclip de tantôt. Tantôt, je ramais avec les gens. J'étais comme ça. Ça demande beaucoup d'énergie pour faire ce que ces gens-là ont fait. C'est fantastique. Et moi, je vais vous demander de dépenser un petit peu d'énergie. Je vais faire une petite expérience. D'abord et avant tout, il y a quelques prérequis nécessaires pour l'expérience. Êtes-vous en mesure de vous lever debout? Est-ce que vous pouvez essayer? OK. Êtes-vous en mesure de lever les bras? On a les prérequis. Je pense que c'est correct. Vous allez pouvoir décider. Je vous demande, s'il te plaît, je suis un product owner. Et je vous demande, s'il te plaît, de me livrer 3 vagues. Oui, 3 types de vagues différentes. Donc, vous êtes une équipe instantanée. Donc, vous avez 3 minutes pour vous organiser, pour me livrer 3 vagues différentes. Est-ce que vous vous engagez à ça? Vous n'avez pas le choix, je vous l'impose. Il vous reste 2 minutes 50 secondes. Oh, nice, nice. Bravo, bravo, merci. Une chance qu'on avait un gestionnaire de projet dans la salle. C'était essentiel au succès de ce projet-là, du moins. Vous pouvez vous asseoir ou rester debout si vous voulez. C'est votre choix. J'ai changé l'exercice. En fait, j'ai changé la présentation dans son ensemble parce que je n'avais pas nécessairement la salle dont je m'attendais d'avoir. Donc, j'ai dit, OK, je fais quoi ce matin? J'ai dit, tiens, je vais demander aux gens de me livrer quelque chose. Et puis, quelque chose le plus vite que j'ai pensé, c'était une petite vague. Fait que j'ai fait un petit changement au niveau de la slide. En Agile, on parle souvent de inspect and adapt. J'ai inspecté et adapté assez rapidement. Aussi, j'ai eu la brillante idée de pogner un rhume avant hier. Donc, ça se peut que je cherche mes mots un petit peu aujourd'hui. Toutefois, si vous êtes présentateur, vous avez déjà fait des conférences, vous savez que devant tout le monde, vous êtes sur une adrénaline naturelle. Donc, présentement, je ne sens absolument rien. C'est bien correct. Après la conférence, toutefois, si vous me trouvez en position fétale dans un petit coin, c'est tout à fait normal, faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Tantôt, je vous ai demandé de livrer quelque chose, livrer 3 vagues différentes. Quel type d'engagement aviez-vous à l'intérieur de vous? Donc, moi, je me suis amusé à observer le type d'engagement qui existe chez différentes équipes. Et souvent, lorsqu'on démarre une initiative, on est un peu dans la phase de lune de miel. Et les gens s'engagent, mais s'engagent aveuglément. On est capable, il n'y a rien là, c'est cool. Est-ce que vous connaissez la définition de done en Scrum? Vous connaissez ça un petit peu? Donc, on y en met du stock là-dedans. Et puis, merci. Donc, on est capable de s'engager, il n'y a aucun trouble. Après quelques temps, bien sûr, l'engagement a tendance à bouger un petit peu. Donc, on passe d'un engagement aveugle à un engagement sans adhésion. Le terme initial que j'utilisais il y a quelques années, c'était un engagement sans buy-in. J'ai tenté de franciser le tout. Donc, on s'engage, mais on n'y croit pas vraiment, là. Qui, dans la salle, ponctuellement, s'est dit 3 vagues, impossible, on ne pourra jamais s'organiser pour être capable de faire ça. Ça se pourrait. Ça se pourrait qu'il y en ait dans la salle. Après quelques temps, il y a souvent une phase d'engagement refusé. Je refuse carrément de m'engager. Peut-être que vous voyez ça comme une chose qui est négative. Bien au contraire, c'est un moment important dans l'évolution d'une équipe. On parle souvent d'étapes de storming en phase d'évolution d'une équipe. Et que lorsqu'une équipe commence à refuser des engagements, on peut travailler avec quelque chose de tangible.
Évidemment, ce qu'on espère avec le temps, c'est que l'équipe tranquillement se dirige vers un engagement partiel pour finalement se placer dans une position d'engagement fort. Donc, des engagements forts, on n'en voit pas souvent, mais avec le temps, on y arrive. Un petit peu sur nous. L'année passée, je ne me suis pas présenté, j'ai parti dans le vif du sujet, et puis j'ai eu du feedback disant « mais le gars ne s'est pas présenté, on ne sait pas c'est qui ». Fait que cette année, je corrige le tir. Je me présente. Éric Laramé, je fais partie d'Agile Partnership. On est cinq partenaires, dont Martin, Stéphane, Hélène, Isabelle et moi-même, 5 passionnés d'agilité. Et on est tous coachs présentement dans différentes organisations, notamment Radio-Canada. Je ne sais pas s'il y a des gens de Radio-Can dans la salle. Alstom, Desjardins et puis la presse, présentement, entre autres. Moi, j'ai commencé à faire du développement informatique à l'âge de 13 ans. VIC-20, Commodore 64, connaissant dans la salle. Tous des cheveux gris. Ouais, c'est triste, hein? On est rendu là. J'ai fait du développement, j'ai fait des jeux, même été hacker pendant un petit bout de temps. Mea culpa. Et puis, quand j'ai commencé à travailler en informatique, quand j'avais commencé le cégep, puis j'ai dit, si c'est ça l'informatique, ça ne m'intéresse pas, je veux rien savoir. J'ai complètement quitté l'informatique pour me rediriger en psycho. Et j'ai fait un bac en psychosociologie, donc la psychologie des petits groupes. Plusieurs années plus tard, je suis retourné aux études en informatique. J'ai eu la chance de travailler chez Pixis, où essentiellement, c'est là que j'ai appris l'essentiel du développement en mode Scrum. Travailler avec un gars un peu fucké, un peu bizarre, un peu fou, que j'adore, François Beauregard. Hey, t'es là! Salut! Oui, François Beauregard. Donc, connaissez-vous François Beauregard? Vous savez qu'il est fou un peu? J'ai des oui partout, fait que... Donc, son attitude, sa façon d'être, a déteint beaucoup sur moi. Et puis, je pense qu'il m'a appris justement à être vulnérable. Donc, ce qui m'a aidé beaucoup dans différents contextes. Donc, voilà, c'est ma vie en quelques secondes. Les influences pour la conférence d'aujourd'hui, Re-Engineering Alternative de Schneider, les 5 Dysfunctions of a Team. Il y a 2 ans, quand j'ai demandé aux gens qui connaissent le livre 5 Dysfunctions of a Team, il n'y a personne qui a levé la main. Je me demande, 2 ans plus tard, déjà pas pire, hein? C'est bon. Fantastique. Et puis, le livre de Avery, Teamwork is an Individual Skill. Oui, le travail d'équipe, c'est une compétence individuelle. C'est chaque individu qui permet de créer une bonne dynamique d'équipe. Quelqu'un qui a lu Re-Engineering Alternative dans la salle? Mais c'est toi qui me présenter, hein? Oui, j'imaginais que tu... Teamwork is an Individual Skill. Ça, par contre, c'est plus rare, ça. C'est juste François qui lève la main. OK. Parfait. Et évidemment, une grande partie de mon influence que moi j'ai reçue, c'est de mes clients. Ça va de soi. Si j'ai des clients dans la salle, présents ou passés, non, je ne parle pas de vous directement, mais oui, vous m'avez influencé fortement dans le discours d'aujourd'hui. Il y a 2 petits objectifs aujourd'hui. De voir la matrice. Qui a vu Matrix? OK. Donc, pas juste voir les individus en interaction, puis finalement sortir d'un meeting, d'un sprint planning, puis dire « Hey, ça a bien été ». De sortir de là, puis dire « Oh man, ça n'a pas été bien pantoute. C'était pas cool ». Donc, de commencer à avoir des signes précurseurs de pourquoi une équipe est incapable de s'engager. Et évidemment, se poser ou poser les bonnes questions. Il y a des Scrum Masters dans la salle? OK, mes sympathies d'un. Et donc, c'est être capable de formuler la belle question puissante basée sur des observations qui, elles-mêmes, sont basées sur des modèles très simples. Aujourd'hui, je vais présenter 3 modèles très simples. Fait que François, tu ne vas rien apprendre aujourd'hui. Je prends pour acquis que vous connaissez Scrum. Connaissez-vous Scrum? Qui dit non? Il n'y a pas de nom. Donc, si par contre j'utilise un terme que vous ne connaissez pas, arrêtez-moi, ça va me faire plaisir d'expliquer. C'est quoi un sprint? C'est quoi un PO? Un PO, ça va? Aujourd'hui, un PO, ce n'est pas un purchase order, ça va être un product owner.
pour aujourd'hui. Donc, vous avez donc une base de Scrum. Je ne vais pas non plus commencer aux origines de Scrum, aux origines de l'agilité. Je ne parlerai pas des origines de Lean non plus. Je vais commencer. Je prends pour acquis que vous avez certaines connaissances, vous avez vécu certains défis dans un contexte de développement agile de logiciels. Et puis, on va voir pourquoi ces défis-là se présentent. Je vais sauter celle-là. Donc, d'abord et avant tout, une petite définition de qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'engagement au niveau de l'équipe. Donc, l'équipe engagée va au-delà du sentiment d'obligation. Ils ne se sentent pas nécessairement obligés de faire les choses pour atteindre un état d'esprit de responsabilisation. Ça vient de l'intérieur. Dans la réalisation des résultats, elle est dotée d'une énergie intrinsèque pour livrer les efforts supplémentaires afin de contribuer au succès de l'équipe, du projet et de l'organisation. Qui ici se sent responsable de leur projet? Ça vient de l'intérieur. En anglais, il y a le mot accountable. La traduction, en fait, en ligne, les traductions, c'est toujours responsabilité, mais pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Souvent, les gens se sentent plutôt redevables. Ça vient de l'extérieur. Tantôt, si vous vous sentiez responsable de livrer les 3 vagues, vous êtes fort. Vous êtes fort. Sûrement, vous vous sentiez plus redevable de répondre à ma requête de 3 vagues. J'aurais dû demander pour 6 vagues, mais prochaine fois. Prochaine fois, c'était trop facile, 3 vagues, finalement. Un peu de contexte. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez vécu dans votre transformation, dans votre adoption de l'agilité, adoption-transformation, dépendamment de quel genre d'initiative vous avez enclenché. Moi, je vais vous partager une espèce d'abstraction de ce que je vois à maintes reprises dans différentes organisations lorsqu'on passe d'un mode X à un mode dit agile. La plupart des contextes que je vois aujourd'hui, c'est vraiment un sentiment que nous avons devant nous une maîtresse de maternelle et puis qui dicte aux gens dans l'équipe quoi faire, comment le faire et combien de temps ça va prendre, et puis que c'est facile à faire. C'est un peu l'atmosphère qu'on ressent sur une base régulière. La plupart des gestionnaires de projets se disent qu'ils sont leaders. Je pense qu'il y avait un sondage qui disait que dans le genre 1 sur 2 disaient qu'ils étaient des coachs, en fait. Et puis, tandis que 1 sur 10 disait que leur gestionnaire de projet n'était pas un coach du tout. Donc, il y a un problème de perception ici qui semble exister. Ce que je vois, moi, c'est un peu le genre d'énergie qui semble dégager des équipes un peu partout. Les organisations décident de faire le saut. On dit, on passe à l'agilité. Éric, viens-t'en, installe-nous l'agilité. Évidemment, je ne peux pas installer l'agilité, ça ne se fait pas. C'est impossible. J'ai essayé. J'ai même créé un CD, Scrum Easy Install, puis ça n'a pas pogné. C'est une parodie, bien sûr. Mais par contre, on se lance. La seule façon d'ajuster, de s'améliorer, c'est de se lancer. Donc, éviter de partir dans des grosses initiatives de publicité, de changement. On commence petit et on va par petits pas, peu à peu. Donc, les équipes commencent à travailler de façon plus collaborative. On se parle face à face. Oui, il y a un individu qui s'appelle un Scrum Master qui agit à titre de facilitateur. Le facilitateur qui était peut-être auparavant un gestionnaire de projet a souvent des défis importants à passer dans un mode facilitateur, dans un mode coach versus un mode plus command and control. Donc, il y a des défis importants. Oui, on installe un mécanisme très simple. Vous connaissez Scrum. On planifie ce qu'on va faire pour les 3-4 prochaines semaines. On livre quelque chose de cohérent à la fin d'un sprint. Et puis, le tour est joué. Facile, Scrum. C'est simple. Ouais, ça c'est la meilleure image qui m'est venue en tête. L'équipe qui travaillait de façon très opaque, très cachée, qui se faisait dicter quoi faire sur une base régulière, tout d'un coup doivent s'exposer devant leurs collègues, oui bien sûr, mais aussi devant la direction, qui amène une certaine gêne, qui est un peu gênant pour plusieurs équipes, et ça crée évidemment un choc au système. Une façon d'être transparent des équipes Scrum, c'est le fameux Burn Down Chart. Vous connaissez? Le Burn Down Chart, c'est une façon d'exposer l'état
d'un sprint. Et en fait, c'est ça le but d'un burn-down chart, c'est d'exposer l'état d'un sprint pour que l'équipe puisse prendre des décisions, s'auto-organiser, prendre des décisions. Toutefois, la façon que le burn-down chart est utilisé, c'est pas du tout comme ça. C'est toujours la course à atteindre le zéro sur le burn-down chart. Il faut absolument atteindre le zéro sur le burn-down chart. Qui dans la salle a comme objectif d'atteindre le zéro sur le burn-down chart? C'est ça l'objectif numéro 1. Okay. C'est les attentes qu'on a envers vous. Okay. Moi, atteindre le zéro sur le burn-down chart, aujourd'hui, m'en fous. C'est même pas secondaire, c'est plus loin. Le but, c'est d'être transparent. Si l'objectif premier, c'est d'atteindre zéro sur le burn-down chart, devinez ce qui va arriver. L'équipe va s'arranger qu'on atteigne zéro sur le burn-down chart. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temps-là? La qualité souffre. Quoi d'autre? La transparence va souffler aussi. Oui, absolument. On revient dans un mode. On voit une façade du Scrum, mais en arrière, c'est le mode qui existait avant. C'est l'ancienne culture qui prend le dessus. Donc, arrêtez, s'il te plaît, d'exiger le zéro sur le burn-down chart. Mais bien sûr, la direction, elle, est contente. L'équipe est transparente. Je sais ce que je vais avoir maintenant. Je sais exactement ce qui va se passer. La pression, bien, par contre, vous voyez ce qui se passe réellement dans les projets. Donc, l'organisation s'imagine qu'un projet, une livraison ou même un sprint, c'est une ligne tout droite, c'est facile. Mais la réalité de tout projet, en fait, ça ressemble plus à ça. J'ai volé l'image, c'est partagé souvent ces jours-ci, cette image-là. Je l'ai volée puis j'ai changé les titres. Et puis la pression sur les développeurs, on passe en mode Scrum, la vie est belle, on installe la mécanique de Scrum, mais la pression elle est énorme sur les développeurs. Et puis, souvent, il y a un certain niveau d'écroulement. Et puis, à un certain moment donné, les développeurs, en passant, quand je dis développeurs, j'inclus le programmeur, j'inclus QA, j'inclus designer, j'inclus tout le monde qui participe à la livraison de la solution. Quand j'utilise le mot développeur. Et puis, donc, ça, là, essentiellement, introduire Scrum dans un environnement crée un effet inverse. Vous vivez ça? Est-ce que vous l'avez vu? J'ai des signes de oui. OK. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment? Ouais. Je ne parle pas de vous ici, hein? Soyons clairs. Mais oui, une source d'inspiration forte dans votre cas. Oui. Donc, comme je le disais tantôt, oui, au début, c'est quoi? Cool, on installe Scrum, ça fait longtemps que je vois Scrum, j'ai hâte de faire ça, ça va être fantastique. En plus, c'est la direction qui a demandé ça. Parfait, ils vont nous écouter, on a une marge de manœuvre, on va pouvoir s'accaparer d'un certain niveau de pouvoir. Puis, après 1 ou 2 sprints, c'est tout à fait mal utilisé. Donc, on pensait aller chercher l'engagement de notre équipe et on est allé chercher exactement l'effet contraire. On est allé chercher une rébellion, donc un abandon des valeurs et des principes décrits dans le manifeste agile. Donc, on l'a dit tantôt, on voit de plus en plus une baisse de motivation, une baisse de la qualité et une augmentation de la dette technique, qui est désastreux pour tout projet en informatique. Autre chose, en masse, pour faire peur. C'est là qu'en 2000, ça c'est en 2000, mon Dieu, on est quoi là? 2013, en 2011, le Scrum Guide avait sorti « Development teams do not commit on completing work for a specific sprint ». Donc, l'équipe ne s'engage pas sur la livraison de fonctionnalités, mais plutôt offre à la business, au PO, un forecast, une prévision sur qu'est-ce qu'ils vont livrer. Ouf, ça fait assez fort. Ça a fait du bruit dans la communauté, ça, il y a quelques années. Pas question, ça n'a pas d'allure, blablabla. Oui, ça a plein de sens, c'est fantastique, c'est cool. Mais, évidemment, la direction a fait « Ah, t'as un peu, là. » Moi, je voulais avoir Scrum ici parce que je voulais savoir exactement quelle fonctionnalité que j'étais pour avoir dès le départ avec mon équipe. Donc, le fait que l'équipe, selon le guide Scrum, on n'a plus à s'engager sur la liste de fonctionnalités, bien, ça ne répond plus à mon besoin. Mais bon, on gère ça morceau par morceau sur le terrain. Donc, l'équipe ne s'engage plus sur les fonctionnalités, on fait des prévisions, mais on demande quand même aux équipes de s'engager sur certaines choses, dont la qualité, d'abord et avant tout.
Donc, de s'engager, de respecter leur définition déterminée, leur définition de donne. De s'engager, par exemple, sur les points d'action qui ont été énumérés dans la rétro. Pas facile ça non plus. De s'engager sur les valeurs et les principes de l'agilité. Donc, la direction dit, OK, garde, parfait, je vais jouer le jeu. Je comprends la problématique, le défi, les risques de demander à une équipe de s'engager sur une liste de fonctionnalités. Mais, l'équipe s'engage sur autre chose que les fonctionnalités, s'engage sur la qualité du travail produit. Et malgré ça, il y a quand même une baisse de motivation, une baisse d'engagement. Donc, à ce moment-là, les deux bras tombent. On ne sait plus quoi faire. Du coup, donc, les gens sont désengagés parce qu'on leur demandait de se commettre sur une liste de fonctionnalités. Ça a créé une problématique importante dans l'équipe, dans les équipes. Là, on dit, parfait, engagez-vous donc sur la qualité, offrez-nous juste un forecast, une prévision sur les fonctionnalités, et en bout de ligne, c'est le même effet. Il n'y a pas plus d'engagement, il n'y a pas plus de motivation ou d'enthousiasme. Et souvent, les organisations baissent les bras, ils ne savent plus où se diriger. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 petits modèles pour vous aider à voir des symptômes potentiels du pourquoi il y a un manque d'engagement dans l'équipe. Donc, de possiblement voir la matrice et de sortir d'une réunion et dire « Oh, merde, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. No wonder, il n'y a pas d'engagement dans cette équipe-là. » Les gens d'iWeb, est-ce que vous avez utilisé ces outils-là dans le passé? Oui. Alors, que voyez-vous? Mettons, c'est un sprint planning. Qu'est-ce qui se passe dans le sprint planning? Interprétation. Allez-y. N'importe qui. Il y en a 2 qui guident. C'est là qu'elle a mal à l'aise, lui, hein? Oui. Moi, ce que j'ai tendance à voir aujourd'hui, oui, je mets des étiquettes sur les gens. C'est pas pour être méchant, hein? Je le fais juste pour simplifier ma propre réalité sur les interactions complexes, l'écosystème complexe d'une dynamique d'équipe. J'essaie rapidement de voir qui est qui. Je dis, OK, ce gars-là, lui, il est du type meneur. Il y a 2 meneurs dans l'équipe. Ouf! 2 coqs. Pas évident. Il y a une analytique un peu plus introverti. Un amiable. Ou ceux qui ont un conflit qui commence à émerger, l'amiable, c'est « Hey, les boys, ça va bien aller. Ça va bien aller. » JR. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, regardons ça, il y a de l'accusation. Il y a quelqu'un qui s'appelle accuser quelqu'un d'autre. De façon très subtile, il n'est pas en train de dire « T'es un pourri ». De façon très subtile, il t'appelle accuser l'autre personne. Il y a des gens en mode obligation. Ils sont obligés d'être au Daily Scrum. Ils sont obligés d'être au Sprint Planning. Donc, des petits signes qui nous indiquent que l'individu est en mode obligation et non pas en mode responsabilisation. Un qui est en déni, il ne sait même pas ce qu'il fait là. Il n'a aucune idée. Je suis venu parce que le processus me dit d'y être. Et voilà. Un zombie, souvent, dans ce cas-là. Et une équipe qui a peur des conflits. Donc, on ne se dit pas les vraies choses. Pourquoi cette équipe-là a peur des conflits? Selon vous, pourquoi une équipe a la peur d'émettre leurs opinions et de possiblement générer un conflit? L'amiable dans le groupe va souvent éteindre un conflit potentiel. Oui, mais tu as tout à fait raison. Même si j'émets mon opinion et la discussion lève, lui, à côté de l'amiable, il va faire tout ce qui est possible pour l'éteindre. Ça se peut. Quoi d'autre? Oui. Oui. Donc, il n'y a pas nécessairement une confiance. Pour les gens qui ont lu les 5 Dysfunctions, il y a un manque de confiance envers ses collègues. Si j'émets mon opinion, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me faire descendre? Est-ce qu'il y a des tech leads dans la salle? Oui?
Est-ce que les gens ont peur de toi? Oh oui, mon dos. La transparence, c'est fantastique. Oui, absolument. Souvent, quand il y a un tech lead, là, tu vois, le poste de tech lead, mais c'est lui le leader, c'est lui qui a le poste formel de leader le volet technologique. Moi, mon opinion, c'est sûrement pas bon. Je ne vais pas nécessairement la mettre. De toute façon, elle va gagner. Elle a un meilleur discours que moi, elle a une meilleure façon d'exprimer son opinion. Je vais laisser faire. Oui, peur des conflits. C'est dévastateur dans une équipe. On m'a introduit à un moment donné le concept de black hat. C'est une espèce de génie fou que sa job, c'est de générer du conflit. De dire, c'est pourri, là. On verra ça plus tard. Et tout ça, bien sûr, dans une culture, dans un environnement dit de contrôle. Ouf! L'agilité dans une culture de contrôle. Il y a un léger disconnect, une incompatibilité assez profonde. On va l'explorer plus en détail tantôt. Donc, on va l'explorer à 3 niveaux. Donc, pourquoi les équipes ne s'engagent pas profondément, de façon intrinsèque, une responsabilisation profonde d'engagement. On va l'explorer au niveau de l'individu, au niveau de l'équipe elle-même et au niveau de l'organisation. Au niveau de l'individu, on va explorer le modèle de Christopher Avery. Au niveau de l'équipe, évidemment, on va voir le modèle de Lencioni. Et puis, au niveau de l'organisation, qui est le plus complexe, qui fait le plus mal, j'apprends encore aujourd'hui à savoir comment naviguer au niveau culturel dans l'adoption, dans la transformation vers un mode agile. On va aborder le côté culturel, le côté organisation, avec le modèle encore là très simple de Schneider. Oh, un petit warning pour commencer. Donc, tous les modèles sont erronés, mais parfois utiles. Vous savez que les modèles, c'est une sursimplification de la réalité. Toutefois, sans les modèles, on s'enfarge, on se perd dans la complexité de la quantité d'informations qu'on reçoit. C'est une espèce de filtre, des lunettes qui nous permet de voir la situation un peu plus claire. Donc, l'individu, l'équipe, et l'organisation. Allons-y avec l'individu. Donc, lequel des 3 modèles que je vais explorer avec l'individu? Comment? Avery. Bon étudiant. Donc, le modèle de l'individu de Christopher Avery est celui-ci. Donc, la première étape de tout individu, dans un contexte, dans un contexte difficile, disons, dans un contexte facile, dans un contexte où on a du succès, être responsable, ça vient naturellement. C'est pas un grand défi. Dans les contextes où c'est un peu plus difficile, le build a crashé, l'application en ligne n'est plus disponible. On a des erreurs 500. Donc, c'est là que les individus apprennent la responsabilité dans ce contexte-là. C'est un peu plus difficile. On a normalement des réflexes un peu différents. Le premier niveau, c'est le déni. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait une situation particulière qui se passait présentement. Je ne savais même pas. C'est la première étape. Quand les choses vont mal, on a une tendance naturelle de tomber en mode accusation. En anglais, on utilise le terme « lay blame ». Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui cherchaient leur clé ce matin? C'est bon? Personne? Mais souvent, ah oui! Tu as accusé qui de cacher des clés? Ton petit gars? Donc, automatiquement, quand il se passe de quoi de ce genre-là, par exemple, que ce soit un bill qui est crashé ou que ce soit nos clés qui ne sont pas à l'endroit où on l'on pensait, on a tendance à dire, mais tes amis où? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tu as réalisé rapidement que ton petit garçon n'était même pas à la maison, il était chez un ami. Donc là, on a tendance à tomber en mode justification. Ah, attends un peu, c'est vrai, je ne les ai pas mis là parce que je t'ai pressé, puis ah, c'était pas ma faute, puis ah oui, le build a crashé, donc en mode accusation, ah, c'est le QA qui n'a pas fait sa job. Ah, mais t'as plus le QA dans les vacances. On avait délégué à l'équipe
la partie testing de l'application avant de le mettre en ligne. Ah oui, c'est vrai, mais parce que... Et oui, on tombe naturellement en mode justification. Quand ça atteint sa limite, on commence à se sentir coupable un petit peu. Ouais, j'aurais dû. My fault. Mea culpa, j'aurais dû. Et là, évidemment, d'accord, je vais aller faire les tests. Je vais le faire, ce que je dois faire. Là, on tombe en mode obligation. Ça ne vient pas de l'intérieur. Ça vient de l'extérieur. Notamment dans les parties en rouge, accusation et justification, on se libère de toute responsabilité, d'abord et avant tout, mais très important, on s'enlève tout le pouvoir de changer la situation. C'est poche, me semble, non? Je ne sais pas. On n'a aucun pouvoir pour changer la situation. Ça vient d'ailleurs. C'est de sa faute. Donc, moi, j'ai rien à faire. Ça fait son temps. On tombe en mode, culpabilité et obligation. Je le prends, mais c'est fait à reculons. L'idée ici, c'est de tomber en mode responsabilisation. Plus facile à dire qu'à faire. Je vais vous donner quelques petits trucs pour pouvoir tomber un peu plus rapidement en mode responsabilisation. Le volet fuite, c'est quand la pression est tellement forte qu'on dit « I give up ». Non, je ne suis plus capable, je lâche le tout. Ça, c'est dangereux. Ça crée du bois mort. Ça crée de l'indifférence. Ça crée le statu quo. Donc, travailler avec des gens qui sont en mode fuite, en anglais, ils utilisent le terme « quit ». La personne qui quitte son emploi, ça, c'est pas grave, c'est poche, mais au moins, tu n'as plus à t'en soucier. C'est la personne qui lâche sa job, mais qui reste en poste. Très dangereux dans une organisation. Alors, comment on fait pour passer en mode responsabilité? Voulez-vous la recette secrète? Yay! On vague! Donc, il y a des petits avertissements à faire ici aussi. Donc, le modèle de Christopher Avery fonctionne seulement s'il est appliqué à soi-même. Vous ne pouvez pas imposer ce modèle-là aux autres. Une des premières étapes, c'est de consciemment refuser les pensées d'irresponsabilité. C'est facile, non? Qui est arrivé en retard ce matin? Wow, personne. Ah, oui. Le dîner. Tu es arrivé en retard ce matin? En passant, j'adore la transparence. Hein? Oui, les gens parlent de moi, c'est cool. Puis oui, je suis arrivé en retard, c'est vraiment le fun. Moi, je n'ai pas ce courage-là de me dévoiler de cette façon-là. C'est vraiment le fun. Pourquoi? OK. Là, on pourra faire du root cause analysis. Pourquoi? Non, on n'ira pas là aujourd'hui. Donc, je me suis levé en retard parce que le Moody cadran est tellement difficile à configurer que je n'ai pas pu Bon, et voilà. Donc, c'est de consciemment dire, de s'attraper. Puis ça, je le fais sur une base régulière parce que je ne veux pas, nous, naturellement, on le fait continuellement. C'est de la faute de lui ou de elle ou de ça. Puis de dire, ah, merde, je le fais encore. Revenons, c'est un peu comment je fais pour monter l'échelle, si j'étais responsable. La situation géopolitique violente présentement au Moyen-Orient. Si vous vous mettez dans une position de responsabilisation par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pousse à l'extrême. Rien acheter qui vient de là, peut-être, oui. Ouais. Des fois, j'utilise l'exemple d'une famine en Éthiopie. Si on se met dans une position... souvent, les gens sont en mode déni par rapport à ça. Ah oui, il y a une famine? OK, regardons ça. Si on monte l'échelle. Ah, mon collègue a fait un don. Ah ouais, je ne vais pas avoir de l'œil fou, je vais faire un don aussi. Ça, on est plus en mode obligation.
Si on se met en mode responsabilité, mais peut-être que l'ami, lui, s'est mis immédiatement en mode responsabilité, puis il dit « Moi, je veux aider ces gens-là, je vais faire un don à la Croix-Rouge. » Ça peut être ça. C'est un petit peu plus simple dans un domaine de développement de l'informatique, dans des petites équipes, de se mettre en mode de responsabilisation. Plus facile que ça. On se compare, on se console. Et oui, en effet, un effet très négatif si vous tentez d'appliquer ce modèle-là aux autres. J'ai fait une formation il y a plusieurs années sur le coaching. Et puis, le sujet de l'heure, c'était le commérage. On a suivi la formation, on a fait des ateliers. Et puis, pendant les semaines qui ont suivi, on disait qu'on voyait du commérage partout. Personne n'avait le malheur de parler de Bob à la machine à café. On disait « commérage ». Autrement dit, on voyait du commérage partout. Donc, je vous donne un autre avertissement. Je vous expose un modèle. S'il vous plaît, commencez pas à dire aux gens dans votre équipe « t'es en déni ». Ah, justification. Papa. Je vous jure que vous allez vous faire votre tête derrière. Donc, essayez d'éviter ça. Pour les gens qui ont déjà vu le modèle, c'est quoi le meilleur moment d'exposer un modèle comme celui-ci à une équipe? Mettons que vous êtes Scrum Master. Quand ça va bien. Quand ça va bien, les gens sont prêts à prendre toutes les responsabilités. Ils ne vont pas se sentir jugés quand vous présentez ce modèle-là. Vous l'exposez. Parce qu'une des premières clés pour se mettre en mode responsabilisation, c'est de connaître le modèle. D'être capable de voir ce qui se passe en nous-mêmes, puis de dire « Ah, merde, je suis là. Comment je fais pour passer là? » Donc, quand c'est quelque chose qui va bien, il faut le présenter. C'est le meilleur moment. Vous reconnaissez votre définition de donne? Qui a une définition de donne ici? OK. Est-ce qu'il y a des membres dans l'équipe qui sont en déni par rapport à la définition de donne? Définition de quoi? Oui? OK. Est-ce qu'il y a des membres dans votre entourage qui sont en mode oui, justification? Je ne l'ai pas faite parce que moquer un objet est bien trop compliqué. Oui. Le plus populaire, qui est en mode obligation de la définition de donne? Oui. Ouais. La plupart des équipes, c'est pour une raison j'y travaille encore aujourd'hui. L'équipe ont défini eux-mêmes la définition de donne et pourtant ils se sentent obligés de la respecter. C'est un peu particulier, mais en même temps, le deuxième modèle risque de nous éclairer sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai continué à pousser l'exploration. Je ne comprends pas. Vous avez défini vous-même votre définition de donne, et aujourd'hui, vous chialez que vous devez respecter votre propre définition de donne. C'est incohérent dans ma tête. Donc, on demande évidemment aux gens de se mettre dans la position de responsabilité. Donc, les 3 clés que vous devez faire pour vous-même d'abord et avant tout, surtout si vous êtes Scrum Master, même si vous êtes un membre d'une équipe, ça vous appartient aussi, ça appartient à tout le monde, ça, ici. Que vous soyez manager jusqu'au développeur. Donc, avez-vous l'intention, d'abord et avant tout, de vous mettre en position de responsabilité? C'est la première chose. Est-ce que ça vous tente? Si ça ne vous tente pas, passez à autre chose. Simple. Prise de conscience de soi, je l'ai mentionné souvent. Donc, c'est de mémoriser, connaître le modèle par cœur dans votre tête. Lorsqu'un événement, dire « Merde, je suis en lay blame, je suis en accusation. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour monter? » Si je me mets dans une position de responsabilité, qu'est-ce que ça l'ouvre comme nouvel horizon ici? Ah, OK, parfait. Regarde, je laisse tomber une user story. On va aller parler au PO. Je laisse tomber une user story pour le sprint, puis je m'embarque sur la documentation. Tu poches la documentation. C'est vous, une gang de développeurs, c'est tout en rouge? Oui, OK. Hey, salut. Donc, en mode de responsabilisation, ce sera peut-être de reprendre contrôle de votre sprint, reprendre contrôle du burn down, si vous voulez. Puis dire au PO, monsieur le PO,
on veut lever la qualité. Puis je ne veux pas que l'équipe s'éparpille sur 8 user stories. On va en enlever 2, puis on va compléter les autres en respectant notre définition de donne. Je me suis mis dans une position de responsabilité. Donc, ça rejoint le troisième point. On se confronte. Éric, t'es épais. Arrête. Monte d'un niveau. Monte d'un autre niveau. Va-t'en dessous de la responsabilisation. J'essaie continuellement de faire ça. Pas facile. C'est pas facile. On fait un autre exercice. On a jusqu'à quelle heure? Les heures ont été changées. 45, je pense. Hein? Okay. On va tenter un autre petit exercice. Je le fais une fois de temps en temps en entreprise quand je présente ces différents modèles-là. Je vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos yeux. Pensez à un événement, soit au travail, soit à la maison. Il s'est passé quelque chose, vous avez perdu vos clés, le build a crashé, un événement malheureux, et que vous étiez en mode accusation. Vous avez blâmé quelque chose à l'extérieur de vous-même pour la mauvaise circonstance. Vous êtes arrivé en retard, vous avez blâmé les cônes oranges. Je ne sais pas si vous le voyez. Okay. Si vous le voyez, ouvrez vos yeux, levez-vous s'il te plaît. Et regardez, s'il vous plaît, la personne qui était assise. Regardez-vous. Parlez à cette personne, puis dites-lui, OK, c'est ton nom? Daniel, pourquoi? Pourquoi tu t'es mis à accuser quelqu'un ou quelque chose par rapport à ce qui s'est passé? Daniel, mets-toi en mode responsabilité. Qui serait prêt à partager l'événement? Donc, tu blâmais le petite fermeture d'éclair. Oui. Ouais. Donc, si tu prends le temps de te regarder et de dire ton nom, Esther, réveille, mets-toi responsable de ça. Qu'est-ce que ça provoque comme nouvelle possibilité par rapport à un simple petit portefeuille? Oui. Fais un petit tour à la petite boutique près de chez toi. Achète-toi un petit portefeuille. Ah, c'est que tous nos problèmes étaient aussi simples. Fantastique. Fantastique. Merci. Avez-vous l'intention de vous mettre dans une position de responsabilité? Oui ou non? Si vous êtes Scrum Master, vous n'avez pas le choix. Je vous le dis tout de suite. Vous devez absolument. Vous devez absolument vous mettre dans une position de responsabilité. Vous êtes responsable pour tout dans une équipe et dans l'organisation. C'est pour ça que je dis mes sympathies. C'est pas facile, le rôle de Scrum Master. Donc, lorsque vous entrez dans une réunion, peut-être que vous allez commencer à voir des nouveaux phénomènes. Okay? Donc, peut-être vous allez voir un phénomène de quelqu'un, oui, qui se met dans une position de responsabilité. Quelqu'un qui se met plus en mode obligation, en mode déni, en mode accusation. Pour celui ou ceux qui sont en mode obligation, quel genre de questions ouvertes que vous pourriez leur poser lors d'une rencontre? Oui? Vous avez compris? Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Moi, ma préférée, c'est de cosser. 2 mots. Aucune direction. Hey, la gang, de quoi c'est? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Jaser. Là, des fois, ça relance la discussion. Pas tout le temps, mais des fois. Mais oui, je peux faire la tienne, par contre. Je peux faire la tienne. Donc, comme Scrum Master, comme directeur, comme membre de l'équipe de gestion,
Pratiquez-vous à poser des questions puissantes, des questions ouvertes, basées sur des observations, entre autres, des modèles, il y en a 500 millions de modèles, entre autres sur le simple modèle de Christopher Avery. Ouf, lui est en mode obligation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Équipe. Donc l'individu, ça part toujours de l'individu. Teamwork is an individual skill, on le dit souvent. Mais aussi, il y a des phénomènes d'équipe. Lui, il est en mode obligation, il est en mode justification, il est en mode deny, il est en mode quit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? Quelle est la dynamique dans l'équipe qui fait que cela se produit? Donc, la première question à se poser, c'est sommes-nous? Sommes-nous une équipe? Première des choses. Plus souvent qu'autrement, ce qu'on voit dans l'entreprise, ce sont des groupes d'individus. Ils ne partagent pas du tout la même mission, ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs. Ils ne sont pas nécessairement prêts à s'entraider. Donc, c'est la première question que vous posez. Sommes-nous une équipe? Si la réponse est oui, ou la réponse est oui, on a le potentiel de devenir une équipe, ça vaut la peine à ce moment-là d'explorer le modèle de Patrick Lencioni, les 5 dysfonctions d'équipe. La première dysfonction d'équipe, c'est vraiment la fondation qu'on voit partout, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance de l'individu, oui, bien sûr, mais aussi le manque de confiance sur comment les gens autour de nous vont réagir. Maxime parlait beaucoup tantôt de se mettre dans une position vulnérable. Ça vaut la peine des fois de se mettre dans une position vulnérable. Qui dans la salle ici est capable de dire « je ne le sais pas ». Tout le monde sauf la tech lead. Donc, c'est plus difficile qu'on le pense, surtout dans une culture qu'on va voir tantôt, dans différentes cultures, dire « je ne le sais pas », ça va apparaître dans ton évaluation annuelle à un certain moment donné. Donc, le manque de confiance. Il faut surmonter cette première dysfonction pour même pouvoir espérer passer à la deuxième dysfonction qui est la peur de la confrontation ou peur du conflit. Ici, quand on parle de conflit, on ne parle pas de guerre ouverte là, au niveau des guerres ouvertes personnelles. On parle d'échanges d'idées, parfois coriaces comme discussion. On utilise le design pattern A versus le design pattern B. Franchement, le design pattern B, c'est pas vivable. Éric, tu es dans le champ parce que Gant, ah non, mais c'est ça. Le genre de conflit, ce genre-là. Si on ne se fait pas confiance, la discussion n'aura pas lieu. Surtout si elle est dans la salle. Parce que c'est elle qui va décider en bout de ligne. Je te prends comme exemple, hein, c'est pas rien de personnel. Donc, il faut surmonter la deuxième dysfonction qui est la peur de la confrontation. Ça, on le voit souvent. Troisième dysfonction, c'est l'absence d'engagement. Si je n'ai pas eu la chance d'exposer, minimalement exposer mon point de vue, ma façon de voir la solution, exposer ma façon sur le cheminement à prendre, comment puis-je m'engager à quelque chose? Ça devient donc la solution de la personne qui parle le plus fort, la personne qui a le plus d'influence, la personne qui a le rôle officiel comme tech lead pour décider des choses. Je n'ai même pas eu la chance, donc impossible pour moi de m'engager intérieurement. Peut-être avoir un sentiment d'obligation, oui, mais de m'engager, ça ne sera pas là. Je représente donc la prochaine dysfonction. En bout de ligne, on a l'évitement de la responsabilisation. Donc, si je ne suis pas engagé, si ça ne marche pas, si on est allé avec ton option, c'est ton option, c'est toi qui parles le mieux, c'est fantastique la façon que tu t'exprimes, puis ça a planté, là, ça ne marche pas en tout. Ça va être de la faute de qui? De monsieur. En fait, même j'attendais que ça plante. Je le savais. Donc, vraiment pas dans une position de responsabilisation, d'abord et avant tout. En mode vraiment, je suis en mode quit. Et j'attends que lui se plante pour que moi, je puisse faire ma place. C'est triste. On le voit à plusieurs endroits aussi. Donc, l'évitement de la responsabilisation. Je vais le pousser une étape plus loin. De responsabiliser les autres autour de nous aussi. Une équipe, une vraie équipe, c'est des gens qui vont se challenger mutuellement. Donc oui, je vais me responsabiliser, mais en même temps, je vais m'assurer que les gens autour de moi respectent leurs propres engagements. Ça, on arrive à une étape quand même avancée dans les équipes.
qu'habituellement, dans les équipes, ce qu'on voit, c'est si une personne ne respecte pas son engagement ou sa responsabilité ou même son obligation, le réflexe d'un membre d'équipe, c'est de faire quoi, naturellement, dans plusieurs endroits? Aller voir le boss, aller voir le chef de projet, aller voir le directeur, aller voir le superviseur. Une équipe, on veut commencer à les amener à se challenger entre eux. Est-ce possible? Et la dernière dysfonction, c'est l'indifférence au niveau du résultat à atteindre, le résultat d'équipe. Vous connaissez Barry Bonds? Un fameux joueur de baseball. Dans une entrevue, à un certain moment donné, son équipe avait perdu. Puis dans l'entrevue, après le match, il lui a dit, mais moi, j'ai fait 2 circuits. Oh, pas fort. Pas fort. On a eu le phénomène à Montréal il n'y a pas longtemps, Kamel Harry, je pense. C'est un peu le même phénomène. L'équipe a perdu, bien moi, j'ai réussi. Donc, j'ai une indifférence face aux résultats d'équipe. Ce qu'on voit aussi parfois, lorsqu'on vit les dysfonctions au niveau de la manque de confiance, peur de la confrontation, absence d'engagement et de responsabilisation, on voit parfois des initiatives qui démarrent en parallèle. Une grande partie d'équipes ont décidé d'utiliser une telle façon de faire, puis une ou 2 personnes à côté démarrent la même chose en parallèle. Ça, on le voit souvent. Des bouts de code qui font exactement la même chose, mais en utilisant des modèles complètement différents. Ça coûte cher à maintenir par la suite. Donc, il faut être clair sur c'est quoi l'engagement. Donc, au niveau de la confiance, mais oui, il faut se mettre dans une position vulnérable. Permettez-vous, pour bâtir de la confiance, surtout si vous êtes Scrum Master, si vous êtes chef, Tech Lead, dites-le, je ne le sais pas. Soyez sincère, par contre. Si vous dites je ne le sais pas lundi, puis vous dites je ne le sais pas mardi, puis vous dites je ne le sais pas mercredi, c'est peut-être d'autres choses, là. Okay? Vous êtes peut-être incompétent dans ce que vous faites. Autre chose. Donc, gênez-vous pas d'être vulnérable devant les gens. J'ai fait une gaffe. Merde. Oh! Il y a eu le courage de le dire. Je pense que je vais avoir le courage de le dire la prochaine fois que je vais faire une gaffe aussi. Je vais exposer ma faiblesse. Je vais être vulnérable aussi. En agilité, on parle souvent d'inspect and adapt, mais il faut pouvoir inspecter, pouvoir voir des choses, mais il faut se mettre à découvert. C'est seulement là qu'on va pouvoir s'adapter en conséquence. Le conflit, évidemment, encourager les débats. Donc, si vous avez réussi à surmonter la première dysfonction au niveau de la confiance, qui est énorme, c'est majeur. C'est pas une ligne droite, hein, en passant. C'est janvier, février, les choses vont bien, c'est en ascension. Puis à un moment donné, pour une raison X, who knows why, oui, ça se met à... Donc, c'est difficile, c'est un phénomène systémique, et puis qu'avec un Scrum Master fort dans l'équipe, qui est capable de voir, même de prévoir, étant donné qu'on a un nouveau directeur, un nouveau CEO, une nouvelle entreprise qui a acheté notre entreprise, une baisse au niveau de la confiance. Fait que si ça monte, puis vous êtes motivé, c'est fantastique, les gens sont en confiance, mais même si ça se met à baisser, ne soyez pas découragés, c'est normal. C'est ça, les phénomènes humains dans une équipe, continuellement. Encourager les débats. Comment encourager des débats? Une fois la confiance est en place, du moins de la période où la confiance règne entre les individus dans l'équipe, comment on encourage les débats dans une équipe? Avez-vous des suggestions? Oui, oui, c'est l'outil promis de tout coach. Posez une question. Pour encourager des débats, vous posez une question. Et vous laissez la plateforme, le stage, à l'individu qui parle, pour être sûr que la personne ne soit pas arrêtée à mi-chemin par une autre personne, comme les développeurs ont souvent tendance à faire ça. Hein? On a tendance à couper les autres. Donc, laissez-leur le stage. On a une technique qu'on utilise souvent dans un contexte Scrum, que vous connaissez sûrement, le poker planning. Est-ce qu'ils utilisent du poker planning ici? Oh, nice, wow, OK. Et ça change beaucoup avec les années. Est-ce que l'objectif premier du poker planning, c'est pas l'estimation, hein? L'estimation, là, c'est un produit secondaire de très pauvre qualité. C'est pourri comme outil d'estimation. L'objectif premier du poker planning, c'est d'encourager les débats. Un dit 2, l'autre dit 8, de cosser.
Qu'est-ce que tu avais en tête, toi, comme solution? Qu'est-ce que tu sais que nous, on ne sait pas? Ou vice-versa. Poker Planning, c'est fantastique pour ça. Donc, avoir des 3 partout dans la salle, peut-être comme nouveau Scrum Master, vous dites « Ah, c'est juste des 3. Je suis content. Un problème de moins à régler. » Un Scrum Master avec un peu plus d'expérience voit juste des 3, puis il voit une dysfonction. Il y en a un peu, là. Il y a du groupthink. Tout le monde pense pareil présentement, là. Ceci est un chat. Tout le monde est convaincu que c'est un chat. My God, il y a du groupthink, on est dans le trouble. Donc, tout le monde pense pareil. Encore là, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un phénomène de groupthink dans une équipe de développement de logiciel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Encourager les débats, oui, mais tout le monde dit pareil, ceci est un chat. Moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est injecter quelqu'un dans une rencontre, dans une session de raffinement de backlog, par exemple, puis un expert dans les bouteilles, peut-être, puis dire « Hey, la gang, c'est pas un chat, c'est une bouteille d'eau. Ah, OK, on se réveille. » Okay. Je mets ça de façon très caricaturale, mais c'est un peu plus difficile à détecter dans une équipe de développement logiciel. Donc, si on réussit à créer des bons débats d'idées, simplement dans le but de trouver la meilleure idée, à ce moment-là, c'est d'exiger une clarté et une conclusion. Donc, être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde sur qu'allons-nous adopter comme approche pour la prochaine période. Encore là, une technique très facile à utiliser, c'est en anglais, c'est de frame it as an experiment. Donc, d'encadrer le tout comme étant une petite expérience, une expérience d'un sprint. Souvent, ça va aider aux gens qui n'étaient pas d'accord avec l'idée qui a été adoptée à l'adopter un peu plus facilement, à se sentir responsable au succès de l'idée qui a été mise de l'avant. Responsabilisation, donc rappel de l'engagement entre collègues. Donc oui, le Scrum Master, encore là, il a un rôle très important. Et la gang, vous avez dit qu'on était pour faire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir respecter ça? Donc, ramener l'engagement en avant-plan régulièrement pour ne pas l'oublier. Et finalement, un focus sur le résultat, c'est de s'assurer qu'on respecte l'objectif, par exemple, d'une itération, d'un sprint. L'objectif d'un sprint. Non pas 8 user stories, mais l'objectif du sprint. Ça aussi, on met beaucoup d'emphase là-dessus depuis quelques temps. D'ailleurs, le Scrum Guide de 2013, ça date d'environ 2-3 mois, il y a eu un ajustement au niveau du Daily Scrum. Étiez-vous au courant de la nouvelle formulation des questions du Daily Scrum? Qui est au courant? Vous allez l'être aujourd'hui. Donc, un focus très fort au niveau de l'équipe et au niveau de l'objectif. Donc, simplement, au lieu de simplement dire ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que je vais accomplir d'ici à demain et qu'est-ce qui me bloque ou quel genre d'aide que je peux obtenir, mais on dit qu'est-ce que j'ai fait hier qui a aidé l'équipe de développement à atteindre l'objectif. On revient ici. L'objectif en haut, le résultat, l'objectif global du sprint. Je compte travailler sur quoi pour aider l'équipe, encore une fois, à atteindre l'objectif. Donc, un petit tweaking, un ajustement au niveau des 3 questions de base. Et puis, évidemment, quels sont les bloqueurs qui empêchaient l'équipe d'atteindre l'objectif. Donc, je vous inviterai à l'essayer. Je l'ai testé avec plusieurs équipes. Et puis, dans certains cas, ça n'a rien fait. Dans d'autres cas, ça a eu un effet majeur. Ah, il y a un objectif dans le sprint? OK, j'avais oublié. Ah, non, on l'appelle régulièrement, tous les jours. Donc, nos amis Ken et Jeff avaient la sage idée d'enrichir un peu les 3 questions du Daily Scrum. Donc, à ce moment-là, dans le même meeting, qu'est-ce que vous voyez? Commencez à avoir des gens qui sont en mode responsabilité, en mode obligation. Il y en a un qui est complètement en déni. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Et un qui commence à être en mode accusation. Mais est-ce que vous y voyez de l'harmonie artificielle? Donc, dans le passé, lorsque vous sortiez d'un meeting et vous disiez « Hey, ça s'est bien passé », d'un coup, tout le monde s'attendait. Là, vous allez sortir du même meeting, vous allez dire « Ouf, les gens ne se parlent pas. Les gens ont peur du conflit. Qu'est-ce que je peux faire pour générer ça? » Pourquoi que les gens ont peur du conflit? Vous pouvez même le poser la question directement comme ça. La gang, vous avez peur de vous challenger. Pourquoi? Bon sujet de rétrospective. Est-ce que chaque membre est engagé par rapport à la décision?
Donc, lorsque vous sortez d'un meeting de modélisation ou un sprint planning, êtes-vous assuré que tous les membres de l'équipe sont engagés à l'objectif du sprint? Des fois, on ne prend pas le temps de poser la question. Souvent, on a peur de la réponse. Osez poser la question. Et évidemment, la transparence. C'est la clé. C'est la clé. Ouf, le dernier morceau. Là, on est à 3 niveaux. On a vu le niveau individuel, le niveau équipe. Le dernier niveau, le plus important, mais non, je ne peux pas dire que c'est le plus important, sont tous importants. C'est le plus difficile, le plus intangible, changer une culture d'une organisation, c'est un travail de plusieurs années, à moins d'être un petit start-up. Et même les start-up, des fois, ça nous réserve des surprises. C'est quand même assez drôle. Normalement, les gens qui m'appellent, c'est des gens qui viennent d'en haut. Éric, il n'y a pas d'engagement, je veux de l'agilité. Cool. Une des premières choses que je leur dis, c'est « Tu sais que tu es probablement la grosse partie du problème. Hein? » Puis, à ce point-là, s'ils m'engagent, cool, on va parler de l'avant. S'ils ne m'engagent pas, mais c'est cool, je n'étais pas dû pour être là. Et puis, en effet, on embarque dans le processus d'adoption d'un mécanisme, souvent Scrum, plus souvent qu'autrement. Et il y a une légère résistance au début des équipes. Mais rapidement, les équipes disent « Attends un peu, ça a du sens. » Ils embarquent. Mais les équipes commencent à sortir des points, des pain points, des douleurs qui existent à l'extérieur de leur contrôle et devinent qui résiste le plus au changement. Ceux qui m'ont engagé, ceux qui me payent pour être là. C'est quand même drôle. Donc, sur la culture, la microculture, souvent qui existe au niveau des équipes qui adoptent une approche Scrum, dans un océan de culture qui est un peu différente. Ce que je vois, c'est souvent ça. Là. Donc, une nouvelle équipe Scrum ou des nouvelles équipes Scrum, ça fait penser beaucoup à la petite Maison Blanche qui est complètement ensevelie et qui, on espère, va résister au courant fort de la culture, souvent de contrôle d'une organisation. Donc, je fais des mandats présentement dans des entreprises quand même assez grandes. Vous connaissez peut-être Alstom Transport, travaille sur le métro de Montréal présentement. Et puis aussi des contrats dans des compagnies dans le domaine de l'avionique. C'est des cultures de contrôle, qui n'est pas nécessairement mal. Ils ont eu du succès dans le passé en ayant une culture de contrôle. On utilise le modèle ici simplement pour voir le contraste qui existe entre une culture dominante dans l'organisation, souvent de contrôle qu'on voit sur le marché, et une nouvelle culture qui émerge dans une équipe agile, une équipe Scrum, qui est souvent une culture de collaboration. Donc, évidemment, il y a un clash entre les deux. Pourquoi les équipes ne s'engagent pas? À quoi ça sert de m'engager, de me responsabiliser, d'avoir même de provoquer un conflit quand je sais qu'en bout de ligne, la procédure, le processus me dit que je dois suivre ce chemin-là exactement? À quoi ça sert? Je débarque, je me désengage. Donc, c'est une autre paire de lunettes pour voir what's happening. Pourquoi? Pourquoi? Donc, le modèle de Schneider, encore une fois, est très simple. Tout à fait faux, mais tout à fait utile. Okay? Parce que les cultures d'organisation, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, Schneider identifie 4 cultures potentielles dans une organisation. Donc, une culture de contrôle, qu'on connaît bien. Chargé de projet, le processus X, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu as 3 jours pour le faire, go. Qui connaît ça, les P490? C'est petit. Tu as travaillé avec du macroscope. P+, ouais. Fujitsu, mais oui. Hein? Oui. Ben moi, en fait, j'ai quitté l'informatique à cause de ça. Okay? Donc, j'avais un chargé de projet qui venait dans mon cubicule, en cubicule en tapis, là. Okay? Puis il dit, et voilà, 490, c'est même, il y a même du pseudo-code dedans, fait que, regarde, code ça, puis ça va être facile. Aïe, aïe. Quand tu pars d'un environnement où tu développes du code, des jeux même entre amis à l'âge de 14 ans, puis tu tombes à ça, ouf, tout un contraste. Je dis non, pas pour moi. Pas pour moi. Donc oui, la culture a beaucoup à voir. La culture de contrôle, quand même très présent au Québec. On le voit beaucoup. L'autre culture, une culture de collaboration, où les gens ont du succès en travaillant ensemble. Donc, moi, j'ai certaines faiblesses. Daniel va m'aider à combler cette faiblesse. Et vice-versa, au jour 2. Je ne suis pas tech lead,
Mais dans 2 semaines, tout d'un coup, je deviens tech lead. Ça donne que c'est moi qui ai plus de compétences dans ce domaine-là, donc c'est moi qui va encadrer l'initiative. Une culture de collaboration pour atteindre le succès. Une autre culture, c'est une culture de compétence. Une culture un peu plus individualiste. Okay? Où si vous entrez dans un environnement et vous commencez à avoir des certificats, je suis Certified Scrum Master, je suis Scrum.org, Professional Scrum Master, je suis tout sur leur bureau. C'est un indice qu'on évolue dans une culture de compétences. C'est un indice, c'est loin d'être une certitude. Okay? Mais on mise beaucoup sur les compétences de chacun des individus. On voit beaucoup dans ces organisations-là des spécialisations techniques. Il y a un gars qui est capable de faire ça. S'il se fait frapper par un boss, on est dans le champ, mais bon, on verra rendu là. Le boss factor, connaissez-vous ça, le boss factor? Je viens de vous l'expliquer. Et une culture de développement personnel. Une culture de développement personnel, c'est on met beaucoup d'emphase sur les individus et leurs valeurs dans l'organisation. Les organisations qui se placent dans le modèle développement personnel ont le sentiment ou la vocation de changer le monde. Chez Agile Partnership, on est un petit peu dans le modèle développement personnel. On a la prétention, c'est un peu spécial comme statement, on a la prétention qu'on est en mesure de changer le monde du travail. Que les gens arrivent au bureau et qu'ils ont un gros sourire, et qu'ils ont le goût de rentrer. Donc, nous, Agile Partnership, on est très dans le volet collaboration, développement personnel, et puis on espère aussi toucher au volet compétences. Pas le choix. Selon une étude de Michael Spade, il y a quelques années, auprès je pense qu'il y avait environ 200 personnes, les gens disaient que l'agilité a une meilleure chance de succès à 47 si la culture actuelle était une culture de collaboration déjà. Il y a une meilleure chance qu'on puisse adhérer aux valeurs et aux principes de l'agilité et à la mécanique, le processus dit Scrum. Aussi développement personnel, et comme vous voyez, côté contrôle, 3 %. Donc une incompatibilité solide entre ce qu'on veut mettre en place et qu'est-ce qui entoure l'équipe. Pourquoi? Mais si on décortique un peu le manifeste agile, je n'ai pas pris tout, j'ai pris quelques-uns des principes, mais on le voit rapidement. Donc, le dialogue face à face, collaboration quotidienne, ça dit équipe auto-organisée, inspection, adaptation. Mais c'est toutes des choses qui se situent dans le volet collaboration. Rythme soutenable. Culture de contrôle, rythme soutenable, on ne le voit pas souvent, ça. On ne le voit pas souvent. Faire confiance à l'équipe. Et c'est soft, ça. Faire confiance à l'équipe, franchement. Et oui, le principe d'excellence technique se situe carrément dans le volet compétences, mais comme vous voyez, tout est du côté collaboration et développement personnel. Donc, no wonder que plusieurs initiatives en transformation agile dans les organisations sont carrément rejetées. Comme un mauvais virus. J'ai-tu hâte que le mien soit rejeté? Ça va venir, ça va venir. Alors, je te repose la question. Quel genre de culture au niveau de l'organisation? Nice. Nice. Innobec, hein? OK. Si je vais être développeur, je vais vous appeler. Si je reviens au développement. Donc, le but est d'amener, peu à peu, l'organisation à adopter un état d'esprit, des toutes petites initiatives pour l'amener plus du côté collaboratif et du côté développement personnel. Éviter évidemment les grosses initiatives de changement à la Cutter. Moi, Cutter, qui connaît Cutter ici? Oui? Donc, souvent, le mindset, du moins les gens qui adoptent Cutter, j'en suis un, c'est de faire la grosse propagande de changement, une initiative, le programme de changement Jean-Paul. Maintenant, je ne fais plus ça, du tout. J'y vais par une autre approche, une approche par petite initiative qui amène tranquillement du changement sans même le réaliser des fois. On ne le voit même pas. On réussit à passer d'un mode contrôle à un mode collaboratif en faisant une petite action
parfois banales, parfois majeures. Ça dépend des environnements. Alors, comment s'y prendre? Bon, première étape, évidemment, c'est de protéger l'équipe. Donc, si une initiative en mode Scrum, qui est un environnement très collaboratif souvent, un mode qu'on veut très transparent, avec des burn-down charts qui exposent l'état d'un sprint, on veut les protéger contre souvent les directeurs, on les protège contre le PMO. C'est des gens de PMO ici? Non, il n'y a pas de gens de PMO, OK. Au niveau des opérations, même les ressources humaines. Et de créer une interface entre l'équipe Scrum et le monde extérieur. On va traduire l'information. Donc, le burn-down, les points, la façon que l'équipe fonctionne, il y a une conversion entre l'équipe et le monde extérieur. Quand on doit créer des interfaces entre l'équipe et le monde extérieur, bien évidemment, ça crée de la latence. Ça crée des délais. Ça crée une transformation du message. Donc, il y a des risques importants associés à ça. Donc, c'est une solution qui est correcte à court terme, mais rapidement, il faut passer à un autre mode. Il faut commencer à créer un environnement légèrement perméable, où on commence à inclure les gens dans l'état d'esprit d'une équipe Scrum. Comment s'y prendre? Formation, coaching et tout le reste. Par exemple, inclure les ressources humaines dans un processus, dans un mindset dit agile, pourrait ressembler à quoi, selon vous, les ressources humaines? Mis à part changer le nom ressources humaines. Ça, c'est... Description de poste, oui, peut-être. Pourquoi pas laisser l'équipe elle-même trouver le prochain individu à intégrer dans l'équipe? Oui, encadré par les compétences d'un département de ressources humaines, c'est des compétences quand même importantes, mais que c'est l'équipe elle-même qui va passer les gens en entrevue. À certains endroits, c'est comme, ben oui, OK, on va le faire, c'est juste normal. Dans d'autres endroits, c'est jamais. Ah, OK, il ne faut jamais dire jamais. Et on avance peu à peu. C'est une façon d'intégrer, d'inclure, de faire évoluer le mindset de contrôle, souvent qu'on voit dans les ressources humaines, dans un mindset, un état d'esprit collaboratif. Travailler en collaboration avec les équipes. Les ventes, c'est majeur. Hein? Les ventes, eux autres, ils veulent avoir tout. Hein? Toute la liste des features. Pour hier. Encore là, c'est des inclure dans le processus. Les sensibiliser aux défis techniques, les sensibiliser aux défis humains dans la livraison de solutions informatiques. Un peu plus de compassion à ce moment-là. Dans le livre de Mike Cohn, les gens qui ont lu Succeeding with Agile de Mike Cohn, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a une approche qui lui appelle ADAPT. Donc, au niveau du P, c'est la promotion. Donc, d'exposer rapidement les succès de l'équipe au reste de l'organisation. Donc, lorsqu'on a un bon sprint, let's go, propagande. Regardez ce que l'équipe a réussi à faire. Ils ont réduit la dette technique de 20 %. Wow! Fantastique. Ça veut dire quoi sur la dette technique? Ah, maintenant, on va s'asseoir, on va en jaser. La raison pourquoi c'est si long d'ajouter une nouvelle fonctionnalité, c'est à cause qu'on a un gros tas de quelque chose. Quasiment terminé. Donc, de publiciser régulièrement. Faire des safaris agiles. Donc, les gens participent aux différentes activités. Participent à un sprint planning. Si vous avez un bon sprint planning, par contre. Si vous avez des sprint planning plates, évitez ça. Si dans vos sprint planning, c'est une opportunité de faire du code sans ordinateur, mais du code collaboratif, bon, là, par contre, ça peut être intéressant d'inviter des gens pour voir. Nous, nos meetings, ce n'est pas des meetings ordinaires. C'est des meetings différents. C'est le genre de kata qu'on fait. Regardons ça. Est-ce qu'on peut appliquer ça à l'extérieur des TI? Regardons ça. De plus en plus. Hein? De plus en plus. Donc, c'est ce que j'appelle du team-driven change. Donc, du changement lancé principalement par des équipes. Donc, je manque de temps. Les rétrospectives.
Souvent, les nouvelles équipes en mode agile, dans les rétrospectives, vont y énoncer des bloqueurs qui affectent eux directement. Ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'identifier des bloqueurs organisationnels. Ils s'imaginent, mais ça marche comme ça ici. Pourquoi perdre mon temps? Scrum Master, s'il vous plaît, amenez l'équipe à penser outside the box, outside de l'équipe. Puis commencez à identifier, OK, si l'organisation était comme cela au lieu de cela, à quoi ça pourrait ressembler? Commencez à énoncer des choses, des bloqueurs au niveau organisationnel pour qu'ensuite, l'organisation commence à mettre en place leur propre backlog d'amélioration. On commence à créer du servant leadership, tranquillement. On inverse la pyramide. Pire que ça, moi, ce que je demande à la direction, par exemple, ceux qui m'ont appelé pour amener le changement, lorsque l'équipe met de l'avant un bloqueur organisationnel, je demande à la direction de s'engager envers l'équipe pour faire avancer le dossier. Et à la prochaine sprint review, d'exposer l'avancement et surtout le non-avancement du dossier. Ça change beaucoup la dynamique. Donc, une des meilleures façons d'aller chercher l'engagement d'une équipe, c'est d'avoir l'engagement aussi, à un autre niveau, de la direction. Un va nourrir l'autre. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'initiative dans votre organisation? Essayez-le pour le fun. Dans votre prochaine rétrospective, soit comme facilitateur, soit comme master, soit comme membre de l'équipe, prenez le temps, faites-vous une petite section, OK, bloqueur d'organisation, et forcez-vous à identifier 3 morceaux, 3 choses qui vous empêchent d'avancer à vitesse grand V. Demandez à votre Scrum Master d'accompagner la direction pour qu'il puisse s'engager à faire avancer le point et qu'il vous présente à vous, à la prochaine rétrospective, à la prochaine sprint review ou un autre événement, l'avancement du dossier. Ça change beaucoup la dynamique dans une organisation. C'est une petite étape qu'on passe du mode contrôle à un mode collaboration. Petite initiative. Donc, trois aspects à prendre en considération pour mieux voir la dynamique d'une équipe. L'individu, parce que l'individu est en mode responsabilisation. Au niveau de l'équipe, parce que l'équipe est focus au niveau du résultat global de l'objectif au niveau d'un sprint. Et évidemment, l'organisation qui entoure le tout. Sommes-nous en mode contrôle qui empêche l'équipe d'avancer à vitesse grand V ou sommes-nous en mode collaboration?